Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition spéciale en direct sur Al24 News. C'est une tournée qui, bien avant d'être entamée, a beaucoup fait parler d'elle. Elle a été largement suivie et commentée aux États-Unis et même au-delà. Vous l'avez compris, ce soir, on va à nouveau aborder cette tournée du président américain au Moyen-Orient. Joe Biden qui a clôturé sa visite hier dans la région avec des réunions tenues à Riyad, en Arabie Saoudite. Le président américain a évoqué des discussions fructueuses avec les Saoudiens, mais aucun accord n'a été annoncé sur l'augmentation de la production de pétrole. L'un des principaux objectifs du président américain pour cette visite. Le président américain qui espérait surtout à travers cette tournée, ses retombées, redorer son image auprès des Américains. Quel bilan peut-on faire de cette tournée? On va en débattre ce soir avec mes invités. Monsieur Cherif Driss qui est avec nous, on a le plaisir de vous avoir. Bonsoir Monsieur Cherif Driss, professeur à l'université, politologue spécialiste en relations internationales. Merci d'être avec nous et on tente de joindre depuis Los Angeles Hamoud Salhi, docteur en sciences politiques, professeur à l'université de Californie. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, on va tenter de décrypter cette toute première tournée de Biden au Moyen-Orient et ses retombées. Cherif Driss, comment avez-vous perçu cette visite? Est-ce qu'elle reflète réellement une nouvelle vision américaine dans la région? En fait, il est très difficile de se prononcer dès maintenant, dans la mesure où la tournée, on va dire que les conséquences, plutôt les résultats, ne sont pas encore palpables, à part ce qui a été dit dans la déclaration à l'issue du sommet de Jeddah. Mais déjà, on peut tirer quelques enseignements. Déjà, du point de vue américain, c'est très important, parce qu'il fallait, avant toute chose, d'un point de vue de la communication, envoyer un message au pays de la région, selon lequel les États-Unis ne sont pas prêts, n'ont pas l'intention de se désengager. D'accord. Et il est vrai qu'en 2016, 2008 jusqu'à 2016, quand l'ancien président Barack Obama est venu au pouvoir, c'est-à-dire qu'il avait annoncé un certain recentrage vers l'Asie-Pacifique. On a vu aussi avec Trump, il y a un certain désintérêt vis-à-vis de cette région. Oui. Joe Biden, il n'est qu'à la moitié de son mandat, il ne peut en aucun cas, quelque part, remettre en cause ce qui a été décidé. Il y a une certaine dépendance vis-à-vis d'un sentier. Oui. Donc, je crois que le premier objectif, c'est un objectif de communication. Envoyer un message aux alliés des États-Unis, notamment dans les pays du CCG et certains pays de la région, selon lequel les États-Unis n'ont pas l'intention de se désengager. Ça, au niveau multilatéral. Au niveau bilatéral, par rapport à la politique saoudienne des États-Unis, nous n'oublions pas que depuis l'affaire Khashoggi, il y avait de l'eau dans le gaz, oui. C'est-à-dire qu'il y avait plus de tensions, de frictions entre les deux pays. Donc c'est une opération de relations publiques de part et d'autre. C'est-à-dire que pour les Saoudiens, quelque part, de renouer avec l'administration américaine, notamment les démocrates qui étaient moins conciliants, c'est-à-dire très critiques à l'égard de la manière dont l'assassinat de Feu Khashoggi a été mené. Donc, quelque part, les Saoudiens ont réussi le pari à faire venir un président américain démocrate qui plus est, en ce sens que, de part et d'autre, il y a un troisième enseignement. Je crois que cette visite intervient à un moment très critique un petit peu. La guerre en Ukraine, la persistance du dossier nucléaire iranien, sans compter qu'aux États-Unis, sur le front interne, avec un certain mécontentement et une baisse de popularité du président démocrate avec la remontée des prix à la pompe, les élections de renouvellement des mandats dans le Congrès qui se pointent au mois de novembre. Donc je crois qu'il est trop tôt de dire que les objectifs recherchés, ce sont de grands objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs un petit peu, pour ne pas dire, je mets entre guillemets, minimalistes. Donc de là à attendre qu'il y ait un grand bouleversement que cette visite entendait provoquer, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Pour le dire, on est, de toute façon, vous l'avez dit, on est loin de l'ère Trump qui voulait un petit peu se désengager de la région, mais ça reste extrêmement difficile pour Biden et ses grands discours de candidat. À travers cette tournée, le président américain, M. Hamoud Salhi, a-t-il réellement tenu toutes ses promesses vis-à-vis de l'opinion publique américaine? Du moins, du côté israélien, c'est clair qu'il a réussi
les Israéliens ont obtenu ce qu'ils voulaient, la déclaration de Jérusalem, et que les États-Unis ne permettra jamais à l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Le président aussi, ou la déclaration aussi ajoute, à utiliser la puissance nationale, ou ce que le président Biden a dit, pour s'assurer que ce résultat soit qu'il est. Du point de vue de ça, je vois que c'est la plus grande, la plus importante déclaration de cette visite. Mais la visite en général, je la vois pas comme un échec total, mais elle n'est pas un succès. Stratégiquement, comme vous invité l'a dit, le président Biden n'a pas obtenu grand-chose. Et il déclarait qu'il ne voulait pas laisser de vide à l'Iran, la Russie et la Chine. Dans ce côté, l'établissement des États-Unis d'un nouveau pacte, le GCC plus 3, relance son relancement des relations avec l'Arabie saoudite, cimenter les liens de sécurité avec Israël. Tout ça, c'est des résultats positifs. Oui. Les États-Unis peuvent tirer satisfaction de l'établissement d'une structure sur laquelle pouvait désormais s'appuyer la structure, comme on dit, le GCC plus 3. Maintenant, en réalité, la réaction l'approche de Biden sont plus pertinentes. La région, par exemple, voit d'autres partenaires, comme nous le verrons avec la visite de Poutine en Iran, en Turquie, en la Syrie. La région aussi voit Iran d'intérêt économique plus que la sécurité ou l'équilibre régional des pouvoirs. Il y a des relations entre les Émirats et l'Iran, entre la Turquie et l'Iran et tout ça. Cela va contre l'approche américaine qui considère l'Iran comme un ennemi et comme l'a affirmé la déclaration. Peut-être on peut voir les différentes positions. Le président irakien Barham Saleh l'a dit le mieux lorsqu'elle a commenté à propos de cette visite, en déclarant que la région avait besoin d'une clôture diplomatique. La visite du président Biden semble aller dans l'autre sens. Oui, pourtant, la presse américaine n'a pas été tendre, Monsieur Hamoud Salhi, avec le président Biden, Sherif Driss. Le président Biden est actuellement en difficulté quand on sait qu'il y a des élections dans pratiquement 4 mois, les midterms, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est-à-dire que toute démarche, elle est dictée par certaines considérations, certains enjeux. Il y a les enjeux à la fois de politique interne, des enjeux purement électoralistes. C'est-à-dire qu'il y a le renouvellement du mandat dans le Congrès qui est très important, dans ce qu'on appelle dans la configuration, ce qu'ils appellent les freins et contrepoids, les checks and balances, c'est-à-dire l'équilibre entre les différents pouvoirs. Il est très important pour un président des États-Unis d'avoir les coups des franges, d'avoir une marge de manœuvre. Si un renouvellement au Congrès qui ne soit pas favorable, qui balance ou la balance pencherait vers les républicains, cela risquerait un petit peu de freiner sa marche à la fois en politique intérieure, en politique internationale. Donc il y a cet aspect qui est très important. Cet aspect qui, au niveau régional, comme l'a souligné le professeur Salhi, c'est qu'en fait le Moyen-Orient de 2022 n'est pas le Moyen-Orient des années 90 ou le début des années 2000. Donc il y a une multiplicité d'enjeux, une multiplicité de foyers de tension, et plutôt il y a une reconfiguration, ce qu'on appelle de jeu des acteurs. Donc quelque part il y a des stratégies globales qui sont celles des États-Unis, mais aussi il y a des stratégies régionales propres aux acteurs qui ont une certaine marge de manœuvre, qui peuvent négocier un petit peu, qui ne sont pas dans une configuration plutôt de suivisme et tout. Certes, l'un des intérêts primordiaux pour les États-Unis, c'est d'assurer la sécurité d'Israël. C'est un impondérable, un objectif fondamental qu'aucun président ne peut remettre en cause. Donc l'intérêt, la sécurité d'Israël reste un impondérable. Maintenant, c'est de négocier quelque part avec les pays de la région, avec l'Arabie saoudite, avec l'Égypte, avec les Émirats arabes unis, mais sans oublier aussi la Turquie. Donc là, les pays arabes, ils sont dans une position, si on peut dire, pas d'imposer, mais de vouloir négocier, mais de ne pas subir aveuglement. Est-ce qu'ils sont en position de force actuellement, ces pays? En position de force, toute proportion gardée, on pourrait dire qu'ils ont une certaine marge de manœuvre. La marge de manœuvre, elle est dictée à la fois par la crise
ukrainienne, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, qui fait que certains acteurs énergétiques pétroliers, à savoir les États-Unis, le Qatar, notamment le pétrole, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, sont en position un petit peu de faire avancer quelques pions. D'ailleurs, l'un des objectifs de la visite de Biden, c'est de convaincre les Saoudiens. Souvenez-vous, quand il y a eu le sommet du G7, quand Emmanuel Macron s'est précipité pour dire au président Biden que les Émiratis lui ont dit qu'ils ne peuvent pas aller au-delà, il n'y a que les Saoudiens. C'est vrai qu'en termes d'augmentation de capacité de production davantage, il n'y a que les Saoudiens qui peuvent le faire. Certes, les Saoudiens ont fait la promesse d'augmenter à 13 millions, mais toujours est-il, il y a des contraintes, parce que les Saoudiens, à la fois, dans une sorte de manœuvre de bien négocier. D'accord, on est prêt, on peut le faire. Mais souvenez-vous aussi qu'on a des contraintes, à savoir l'OPEC+. Absolument. Donc ce n'est pas du jour au lendemain. Donc il y a des stratégies de négociation, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies globales au niveau des États-Unis, ce qu'ils voient comme la relation avec la Russie, la guerre en Ukraine, vis-à-vis de la Chine, mais aussi l'Iran. Il y a ce qu'on appelle le dossier nucléaire irakien qui est très important. À la fois, ça peut servir les Américains parce que sur la question, les pays du CCG n'ont pas la même vision des choses. Mais d'un autre côté, pour les pays de la région, ça peut les aider pour faire avancer quelques pions. Donc on pourrait dire, pour schématiser, qu'il y a des batailles, mais il y a aussi des petites batailles. Alors, il faut dire, vous l'avez dit, toujours sur ce point, M. Hamoud Salhi, il est vrai que Biden espérait des retombées, notamment pour la baisse des prix du pétrole, pour justement redorer son image à l'intérieur des États-Unis. Comment est perçu le fait qu'ils ne reviennent pas avec cet accord avec les Saoudiens ? Il y a un espoir. Certainement, le président voulait donner comme cette visite un succès dans le cas avec ses relations avec les Saoudiens. Mais je pense que le but de cette visite va beaucoup plus que ça. Il y a les élections américaines, mais beaucoup plus, il y a les élections israéliennes. Les élections israéliennes, pour le moment, il y a le lobby israélien qui pousse pour le retour de Benjamin Netanyahu. Biden ne veut pas, ou les démocrates ne veulent pas que Netanyahu va revenir parce que ça veut dire que la politique américaine dans la région va être dans une difficulté plus que l'on voit maintenant. Dans ce moment, il fallait pour Biden de visiter le Middle East, le Moyen-Orient, simplement parce qu'il est trop tard. Les élections seront pour les Israéliens dans des semaines et les Américains à peu près dans 2 mois ou 3 mois en novembre. C'est-à-dire qu'il fallait faire cette visite. Le reste, comme le Washington Post l'a écrit, c'était des résultats que d'autres experts pouvaient le faire. Par exemple, la création de la GCC plus 3. C'est toujours très tôt de parler de cette normalisation. Ce qu'on a vu, il y a une position claire vis-à-vis des Iraniens parce qu'il y a un développement dans le domaine iranien, dans les négociations. Et dans ce cas, c'était un message clair et bien défini pour une audience israélienne, leur dire que les États-Unis et le président Biden particulièrement les supportent inconditionnellement. Mais Mahmoud Salhi, moi j'aimerais savoir sur le plan interne, est-ce que cette visite ou les retombées de cette tournée vont peser, vont avoir un effet sur les prochaines élections aux États-Unis lorsqu'on sait que Biden est actuellement au plus bas dans les sondages? Oui, parce qu'il aura un effet, mais l'effet est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a d'autres études, il y a l'économie et tout, mais certainement, cette visite au Saudi Arabia, les entretiens avec le prince, tout ça va jouer dans l'autre direction. Ce que je veux dire, que les républicains vont l'utiliser contre le président Biden. Cette visite n'aura pas un très grand il ne va pas changer les choses dans le terrain, mais il va donner des photos publicitaires pour les républicains de présenter Biden comme un leader qui
qui parle et ne fait pas ce qu'il dit, particulièrement dans les affaires de human rights et tout ça. Est-ce que justement sur ce point, Cherif Driss, est-ce que cela va être sans effet quand on voit un petit peu ce jeu entre républicains et démocrates à l'intérieur des États-Unis? On revient à l'idée que l'impact de la politique étrangère, c'est les élections, c'est le processus électoral. Oui. C'est-à-dire qu'il est très rare que la politique étrangère ait un effet très décisif. C'est là d'autant plus qu'il s'agit de renouvellement du Congrès, c'est-à-dire que ce n'est pas comme la présidence du moins. Oui. Mais je rejoins ce qu'a dit le professeur Salhi, c'est que l'impact serait minime. Parce que les enjeux, les priorités des Américains sont tout autres. Il est vrai que maintenant la crise énergétique, l'augmentation des prix à la pompe et tout sont un enjeu électoral fondamental. Maintenant, tout dépendra de la capacité du président américain, de l'administration américaine, d'apporter les réponses qu'il faut pour du moins convaincre l'électorat américain de se rallier au camp, plutôt de voter pour les démocrates. Mais toujours est-il que dans ce genre d'élection, les enjeux endogènes, c'est-à-dire propres, ce qui intéresse les Américains, à la fin, notamment pour ce qui est les salaires, le pouvoir d'achat, l'inflation et tout, sont des réponses que la conjoncture internationale peut-être un petit peu peut atténuer un petit peu les pressions. C'est-à-dire qu'en quoi les démocrates vont leur dire, écoutez, quelque part, ce n'est pas de notre faute. Il y a une guerre en Ukraine. Regardez, on se débrouille mieux que les Européens. Donc là, je crois que la stratégie politique qui sera adoptée va baser uniquement sur ces aspects-là, comme quoi que ce n'est pas de notre faute, c'est le contexte international, le contexte de guerre. Nous sommes un pays pétrolier, nous avons réduit notre dépendance très largement de la part des approvisionnements en pétrole, notamment du Moyen-Orient, du Venezuela et tout. Oui, donc, bien que Biden espérait trouver un accord avec les Saoudiens pour pouvoir, si vous voulez, améliorer le pouvoir d'achat à l'intérieur des États-Unis. Non, en fait, c'est-à-dire que un accord avec les Saoudiens, ce n'est pas l'accord avec les Saoudiens qui va améliorer le pouvoir d'achat. Il va freiner les prix. Il faudrait plus que ça. C'est-à-dire que c'est un rapport avec le paradigme économique qui c'est plus structurel. L'accord avec les Saoudiens, quelque part, pour fragiliser davantage la Russie. Il y aura du pétrole russe qui sera défalqué, retiré du marché. Oui. Donc là, il y aura de la pression qui s'ajoutera sur les Européens, notamment certains pays qui sont largement dépendants du gaz russe, donc, mais aussi du pétrole qui vient du Moyen-Orient. Donc, ce que cherche l'administration américaine, c'est un petit peu d'isoler davantage la Russie, d'atténuer. Pousser l'Arabie Saoudite et à travers l'Arabie Saoudite, les pays de l'OPEP et l'OPEC+, à augmenter le quota, la production, et donc réduire les prix de pétrole. Réduire les prix. Et bien entendu, il y aura par ricochet ce qu'on appelle l'impact sur le prix à la pompe et même le pouvoir d'achat. Mais je crois que l'objectif prioritaire de l'administration américaine, c'est au niveau stratégique, c'est d'isoler davantage la Russie, d'inonder le marché, faire baisser les prix et un petit peu fragiliser, retirer à la Russie le moyen de chantage et le moyen de négociation et de pression. Très bien. Donc, et on l'a d'ailleurs perçu à travers le discours de Joe Biden qui a dit que son pays ne se détournerait pas du Moyen-Orient, laissant un vide que pourrait remplir la Chine, la Russie et l'Iran. La Russie qui a été citée, Monsieur Hamoud Salhi. Il a dit, mais vraiment, quand on voit sa stratégie dans la région, les États-Unis, au cette visite précisément, n'a rien donné dans ce cas. Parce que le dossier syrien, par exemple, n'a été pas discuté. Le dossier arabo-israélien, les négociations n'ont pas été discutées non plus. Les grandes idées ou la stratégie américaine, la grande stratégie américaine est présentée dans cette visite comme si son intérêt principal, c'est l'Iran. La Chine, qui a maintenant des relations avec plusieurs projets avec l'Émirat,
la Russie qui joue un rôle très important dans le conflit syrien, et tous ces sujets n'ont été pas abordés, du moins donner une idée du plan américain pour un Moyen-Orient qui va au-delà de la crise ukrainienne, par exemple. Dans cette perspective, malgré ce que Biden a dit, qu'il n'oubliera pas, qu'il ne laissera pas un vacuum dans le Middle East, le Moyen-Orient, et le fait à un moment, et sa stratégie qui voit l'Iran comme l'ennemi principal a fait que cette visite est devenue comme une visite qui supporte la dominance israélienne contre les Iraniens, et plus important, donner à Israël le moyen d'attaquer le nucléaire ou ce qu'Israël voit comme un danger sur son intérêt national, attaquer Iran et même avec les États-Unis lui offrir à Israël les moyens nationaux pour s'assurer que Iran ne soit jamais une force nucléaire. Oui. C'est dans ce cas que je vois que la visite a été beaucoup plus pour le bénéfice des Israéliens et contre les intérêts de la région. Oui, alors vous avez cité donc le cas de l'Iran principal ennemi, M. Ahmed Salhi l'a dit, des États-Unis. Qu'en est-il de l'accord sur le nucléaire iranien, Cherif Idriss, lorsqu'on sait que les États-Unis voulaient au préalable revenir à cet accord sur le nucléaire? En fait, les négociations sur le nucléaire iranien, c'est-à-dire se déroulent sous l'ombre de la crise ukrainienne. Nous avons en face de nous Il y a toujours en fond cette crise. Tout à fait, non, tout à fait. C'est-à-dire que là, les Iraniens l'utilisent un petit peu pour desserrer les taux sur eux. Ils savent que les Occidentaux, les Américains notamment, ils sont dans une situation très délicate dans la guerre en Ukraine. Ils ont besoin d'alliés, ils ont besoin de marge de manœuvre encore plus large pour pouvoir presser davantage la Russie. Donc, ils essaient de faire feu de tout bois. Dans le cas d'espèce, il y a l'Iran qui se présente comme étant un potentiel acteur avec lequel il faudrait discuter, négocier et l'intégrer dans le dispositif un petit peu d'inonder le marché pétrolier, donc pour revoir, pour inverser la vapeur dans l'équation énergétique. Oui. Mais les Iraniens le savent. Donc il y a une stratégie de négociation, quelque part il y a un chantage. Donc là, jusqu'à présent, la situation, il y a une situation de blocage. Les négociations, il y a une impasse, ça n'avance pas. Oui. Donc les Occidentaux, ils sont un petit peu dans un dilemme. On a besoin des Iraniens, on veut les réintégrer. Oui. Mais on ne doit pas leur faire croire qu'on a besoin d'eux de façon à ce qu'on négocie un accord au rabais, c'est-à-dire leur donner aux Iraniens ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, les Iraniens sont dans une position de dire que finalement les Occidentaux sont dans une situation un petit peu dans une impasse, ils ont besoin de nous. C'est le moment de battre le fer pendant qu'il est chaud, d'imposer nos conditions. C'est la raison pour laquelle actuellement, ça veut dire qu'il n'y a pas un terrain d'entente. Il n'y a pas un terrain d'entente. On a l'impression que les Européens attendent le feu vert des États-Unis pour ressusciter cet accord. Tout à fait. Donc justement, je crois que ceux qui sont le plus à même un petit peu d'avoir une posture plus pragmatique, plus nuancée, plus réaliste, ce sont les Européens parce qu'ils sont dans une situation très délicate. Oui. Et même l'administration américaine, de Biden, contrairement à celle de Trump, on pourrait dire qu'elle est moins dogmatique, qu'elle est moins radicale, mais je crois qu'il y a des pressions internes très très fortes, notamment de la part du lobby pro-sioniste aux États-Unis, qui est en train de faire des pressions sur l'administration Biden pour adopter une posture très radicale. On pourrait dire qu'un petit peu, c'est les faucons qui sont en train de nicher dans les différents cercles de l'administration américaine, dans le Congrès, dans le National Security Council, à la Maison-Blanche, au Pentagone, même dans la communauté de renseignement. Ce sont eux qui sont en train de faire une pression terrible pour que l'administration soit inflexible, Biden soit inflexible vis-à-vis du dossier iranien. Par contre, là,
qui subissent le dommage collatéral, ce sont bien les Européens. Les Européens qui sont dans une situation intenable, qui veulent aller vers revenir à l'accord de 2015, oui. Mais ce sont les États-Unis, notamment les pressions endogènes avec certains lobbies qui sont très puissants, c'est eux qui freinent tout retour à la normalité avec l'Iran. Alors, Hamoud Salhi, il y a réellement donc des pressions internes que subit l'administration Biden actuellement quand il s'agit de cet accord sur le nucléaire iranien? Oui, c'est pour ça que je vois il y a des négociations pour négociations. Ce que je veux dire que pour le moment, on est en train de, négocier sur les conditions de négocier. Les Iraniens sont clairs, ils voulaient que toutes les sanctions non plus considérées, comme on dit. Les Américains veulent que l'Iran ne peut être une force nucléaire, plus leur système, de la défense des missiles. Leurs activités dans le Moyen-Orient. C'est pour ça que les négociations, nous sommes en train de négocier pour négocier simplement. Ce qu'on voit en dehors de ça, il y a des négociations techniques. Par exemple, du côté de filmer les images du nucléaire, dernièrement, il me semble, il y a une année de ça, le mois d'avril passé, l'organisation Énergie avait déterminé qu'il faut réparer les appareils et que les films enregistrés restent avec les Iraniens. Et cette négociation technique, c'était vu comme un développement dans les négociations en général. Ce que l'interprétation analytique veut dire que les Européens, les Américains maintenant donnent une importance, ils veulent Iran qu'il doit, par exemple, avoir some kind of, garantie. Oui. Mais ça n'aboutit à rien. Il y a aussi ce point d'achoppement, je crois, cette levée, la levée de l'organisation iranienne de la liste des organisations terroristes américaines. Tout à fait, il y a toute une série de conditions. Lever les sanctions, retirer je crois que c'est les passes d'Aran. Les révolutionnaires. Les révolutionnaires, voilà, les révolutionnaires, la liste des organisations terroristes. Oui. Là, je crois que dans les moments de négociation, comme l'a si bien dit le professeur Salhi, il y a des négociations au sein des négociations. Oui. Donc des batailles, des petites batailles. Donc là, les Iraniens profitent de l'opportunité qui s'offre actuellement avec la guerre en Ukraine, la situation des Européens, la flambée des prix de l'énergie, pour imposer leurs conditions. Ils ne veulent pas négocier, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle un accord au rabais. Ils ne veulent pas céder, accepter, c'est-à-dire de dire que finalement on revient en négociation après le blocage qui a été imposé à cause de l'entêtement de l'administration Trump, mais ils veulent justement avoir un accord solide qui leur permette de préserver leurs intérêts. C'est-à-dire négocier la levée des sanctions, le retrait de ces révolutionnaires, ces forces révolutionnaires de la liste des organisations terroristes, mais aussi leur permettre de garder leur programme nucléaire. Donc c'est ça, sont parmi les garanties que les Iraniens cherchent et que là actuellement les Européens, ce qu'on appelle les autres, à savoir les Américains et les Européens, n'ont pas la même approche par rapport à la question. Alors, pour finir cette émission, Biden voulait, à travers ses tournées, marquer le retour des États-Unis au Moyen-Orient. Le pari sera-t-il gagné à long terme, on va dire, face à tous ces bouleversements, Monsieur Hamoud Salhi? C'était une bonne occasion de venir, donner la main avec le prince et dire bonjour à tout le monde. Dans ce sens diplomatique, c'est un bon geste. Mais non, les États-Unis ont beaucoup à faire au Moyen-Orient.
Le plan est clair. Les États-Unis, pour le moment, est beaucoup occupé avec sa politique intérieure. Oui. Le Moyen-Orient n'est plus une priorité comme elle était avant. Certainement, augmenter la production du gaz est très important, mais en fin d'analyse, les États-Unis voient le Moyen-Orient comme une région qu'il faut voir avec les yeux israéliens, que la normalisation entre Arabes et Israéliens continue et l'intégration d'Israël. Merci Monsieur Hamoud Salhi pour cet éclairage. Merci Cherif Driss d'être intervenu dans cette émission. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.